Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement avec Alain. Salut Alain, Salut! merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour que les gens comprennent qui tu es et d'où tu viens? Comme tu l'as dit, je m'appelle Alain. J'ai fondé une école de mouvement à Paris il y a bientôt 5 ans. Et d'où je viens, alors avant, je ne faisais pas du tout ça, j'étais pas du tout dans l'activité physique et le bien-être. J'ai été avocat dans pas mal d'années. Puis après, j'ai travaillé en entreprise en tant que juriste et j'ai eu le déclic qu'assez tard dans ma vie, autour de 33, 34 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42 et j'ai un groupe à Paris et un groupe en ligne où j'enseigne ce qu'on appelle le mouvement humain. Ok, super. Du coup, ça consiste en quoi le mouvement humain? Le mouvement humain. Alors, donner une définition, c'est souvent une question piège parce que donner une définition, ce serait finalement se fermer à d'autres choses. On peut pas tout mettre non plus. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les traits communs que l'on trouve dans toutes les disciplines pour venir nourrir un corps. Alors, au début, on avait une vision qui était très proche de ce que proposait Ido Portal, celui qui a apporté le mot mouvement, qui a créé la movement culture. Et avec le temps, avec l'âge, avec la réalité, je m'en suis plus détaché. Et pour moi, en fait, le mouvement, je le vois comme un outil pour vieillir jeune, pour vivre avec vitalité. C'est aussi un outil d'exploration de son corps, alors que ce soit sur sa propre physicalité, mais aussi sur le travail interne qu'on peut se faire. Par exemple, on apprend à manipuler nos émotions à travers le mouvement. Voilà, donc qu'est-ce que le mouvement? Hum. Je dirais que c'est une pratique de bien-être, une pratique d'exploration de soi, et une pratique que je considère aussi infinie. Parce que peut-être que de 20 à 30 ans, on va vouloir faire des acrobaties, des choses assez spectaculaires. De 30 à 40 ans, on va vouloir connaître son corps un peu plus, en passant par des pratiques internes, et de 40 à 50 et plus, peut-être essayer d'avoir un corps qui consomme peu, qui vit bien, qui s'articule et qui s'orchestre toujours bien. Euh, voilà, un peu compliqué comme question, et ça Ouais, dépend aussi de la sensibilité de chaque enseignant. yes, c'est un petit peu, surtout pour voir quelle est ta vision autour du mouvement et comment toi tu permets d'améliorer en fin de compte les gens grâce au mouvement que tu pratiques. Alors, comment les Ça fait améliorer? deux Bon, alors, questions en une, là, euh, qui sont oui, assez oui. larges. Ma vision, en tout cas, du mouvement, c'est surtout une vision exploratoire de ce qu'on peut faire de notre corps. Euh, et aussi une pratique, en tout cas, de transformation, où l'on commence en étant à un stade, et à travers l'exploration et la pratique, on se rend compte que ce qui était impensable et impossible devient réalisable et devient même facile. Dans notre enseignement, en tout cas le mien, lorsque je propose des sujets à étudier aux élèves, on n'a pas l'ambition de les réussir. C'est pas à tout prix. Il faut réussir cette tâche, il faut réussir cette acrobatie, il faut réussir cette figure de parcours, ou il faut réussir cette tâche de coordination. On n'a pas ces ambitions-là. Notre seule ambition, c'est vraiment d'explorer et simplement de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça nous fait du bien. Un autre élément aussi important de notre enseignement, c'est que le mouvement, en fait, c'est quelque chose qui doit s'insérer dans nos vies. Ça va être comme euh, une routine quotidienne, comme de la même façon qu'on se brosse les dents, on doit injecter du mouvement. On ne doit pas changer nos emplois du temps pour mettre du mouvement. En fait, on doit être capable de caler du mouvement un peu tout le temps. Donc, ça peut être en marchant, en ayant conscience de comment est-ce que notre corps s'organise. Lorsque l'on s'assoit, quelle va être notre posture, vraiment avoir conscience de ce genre de choses. Lorsqu'on tape sur le clavier, sentir tous nos doigts, et puis après compenser ces longues heures assises par des extensions de colonne, des jeux avec les poignets, se suspendre. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, mais c'est pas mal, ça me permet de
de comprendre comment tu mets en place cette exploration. J'ai adoré. Tu as parlé à la fois de divertissement et d'exploration. Et moi, j'aime bien ce principe où je travaille beaucoup avec des enfants, comme j'ai pu te dire juste avant le début du podcast. Et j'ai remarqué que tu sais, le divertissement, bon, ça amuse les enfants, c'est ludique, mais ce qui permet vraiment de les améliorer, c'était plus l'exploration. Tu vois, dans le sens où peut-être emmènes ton enfant dans un parc de jeux, il va s'amuser, il va peut-être grimper un peu partout, etc. et faire des choses, mais en réalité, je remarque peu de développement moteur chez les enfants quand on fait ça, alors que quand on leur permet de faire de l'exploration, d'être dehors, etc., et d'accomplir des choses qu'ils n'auraient pas l'habitude de faire, on a tout de suite des améliorations qui sont plus notables. Je parle d'un point de vue moteur et comportemental. Bah, c'est ce que je vois déjà aussi avec mes enfants et aussi en cours, on peut donner un mode d'emploi ou plutôt un, un guide ouvert de ce qu'on attend, de ce qu'il faut faire, et on laisse la curiosité de l'individu, que ce soit un enfant ou un adulte, le guider à travers la tâche. Alors c'est beaucoup plus facile avec les enfants parce que je pense qu'ils n'ont pas cette gêne que les adultes ont de se mettre par terre, d'explorer, de se tromper surtout, parce qu'ils connaissent pas vraiment l'erreur, sauf si on leur dit c'est pas bien, c'est une erreur, mais l'adulte il est plus confronté à ça, donc il faut simplement le l'accompagner et lui dire, OK, il y a rien qui est faux, tout est OK et tu peux le faire simplement, explore. Et je le voyais souvent, maintenant ça commence un peu à être intégré dans les cours, mais je réalise une démonstration pour leur expliquer ce qu'on a à faire et les élèves veulent le réaliser, mais de la même façon que moi. Et je leur dis, non, en fait, on a tous une intelligence de corps différente. Il y a la tâche à réaliser, trouvez votre propre voie, trouvez la façon dont vous pouvez réaliser cette figure en ayant avec le moins de difficultés possible, avec le moins d'efforts possible, de montrer à votre corps qu'il est intelligent, qu'il peut bouger sans subir toutes les contraintes. Par exemple, j'aurais plus de mobilité qu'eux, donc j'aurais certaines facilités à réaliser cet exercice-là avec un angle particulier, mais eux peuvent le faire avec leur propre corps. Et c'est vraiment sur ça qu'on insiste. Vous pouvez juste prouver. C'est pour ça que dans notre pratique, on met beaucoup l'accent sur euh, solving body riddles. Là, c'est résoudre des énigmes avec son corps, comme les tâches de coordination, quand on Mhm. doit réaliser certains mouvements avec le bras droit et d'autres mouvements avec le bras gauche, tout en ayant des pas à faire. Ok, c'est compliqué, mais on y arrive. Il faut juste se concentrer. C'est comme jouer au sudoku. On a ces énigmes-là, donc là c'est intellectuel. Bah là c'est la même chose. Et on l'a avec le corps. Ouais, c'est génial. J'aime bien les images que tu donnes. Ça répercute encore des choses. Tu parles d'échecs un petit peu là dans le mouvement, qu'il faut se donner la peine d'aller à l'échec. Je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, c'est l'éducation peut-être qui fait que on a toujours ce rapport avec l'échec. Tu sais, les parents veulent quand Hmm. même bien souvent que les enfants réussissent, l'école veut que les enfants réussissent, et il y a moins peut-être de liberté à échouer. Et comme on sait que bah, de toute façon l'échec, ça s'engramme un petit peu dans les processus du cerveau et pour après bah, permettre de s'améliorer, je trouve ça quand même dommage qu'on ne se donne pas la possibilité d'échouer. Et moi, ça me fait penser à des gens qu'on voit des fois, tu sais, en stage où quand ils échouent, c'est tellement frustrant, on en a déjà vu pleurer. C'est juste parce qu'ils avaient, on leur donnait la liberté d'échouer. Tu sais, on a dit, bah, Oui, tiens, par exemple, sur cet exercice, tu n'es pas obligé de réussir. Laisse, par exemple, tu sais, tu joues avec une balle, laisse la balle tomber au sol et n'essaie pas de la rattraper systématiquement. Et juste de se donner cette autorisation de pouvoir échouer, on a vu des personnes tu sais, qui se vidaient parce que c'était quelque chose qui était interdit dans leur processus de pensée, tu vois. oui, mais parce que je pense que même le mot réussite, succès, qu'est-ce que le succès? En fait, si ce n'est d'abord échouer 1000 fois avant de même pas parler de succès, mais de parvenir à ce qu'on nous demande ou la tâche attendue. Il y a quelque chose je le vois vraiment même moi avec mes enfants où bah, ils sont à l'école, ils se comparent à d'autres et ils me disent ouais, je suis nul ou je vais pas réussir. Je dis mais qui vous met ça en tête en fait? Et Hmm. celui qui réussit pas, c'est celui qui n'essaie pas. Et en fait, il n'y a pas de réussite. C'est pour moi, c'est un voyage perpétuel vers quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas forcément euh, la main dessus, mais il faut juste faire. Et c'est bien en fait aussi de se tromper. En tout cas, moi, vraiment, je suis pas ce qu'on peut appeler un pratiquant doué.
Enfin, j'avais aucune physicalité avant. Me mettre sur les mains, c'était compliqué. Et donc, j'ai vraiment appris et je suis devenu aussi le professeur que je suis aujourd'hui parce que j'ai tellement échoué. J'aime pas ce mot-là, mais plutôt, c'était tellement compliqué pour moi de réussir une tâche que j'ai dû apprendre à apprendre, Ah, apprendre à réussir. Et là, non, plus rien ne me fait peur. Et là, donc, je vais avoir 42 ans cette année. Et c'est à 39 ans que j'ai appris à faire les sauts de main arrière, les saltos arrière. Et à 25 ans, mais j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Mais tout ça, je pense que je m'en suis rendu, enfin, je me suis lancé dedans parce que je me suis dit, OK, je peux aussi ne pas réussir. Ou plutôt, je peux rater, ou je rate, ou je ne sais pas le mot que l'on met, mais il y a ce process, en fait, d'apprentissage et je l'ai accepté. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je comprends. Mais j'y arrive pas, mais je comprends. Jusqu'à, OK, maintenant quelque chose s'enclenche. Et n'importe quelle tâche, bah, c'est avec plaisir que je la fais. La danse, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment de, je me sentais plutôt gêné à danser. Et ben maintenant, j'adore prendre des cours de danse. Je suis loin d'être le meilleur, mais ça fait partie de ma pratique et ça fait partie de choses qui me nourrissent. Donc peut-être changer un peu cette perception que l'on a du succès. Alors c'est peut-être quelque chose qui, en fait, c'est ce que je disais, en fait, quand on pratique sans ambition, on pratique pas avec l'envie de réussir, avec cette ambition du succès. On pratique juste, avec cette envie d'explorer ce qui est possible et ce qui est pas possible. Comme l'artiste qui essaie de réaliser quelque chose, au début, il se trompe beaucoup. Enfin, il se trompe. Je change même cette terminologie. Au début, bah, il c'est fait pas des évident, c'est essais. les mots de tous les jours, ça, ça Ouais. manquerait. Mais il fait des essais jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ok, c'est génial. Mais comment on arrive alors à se débunker, tu sais, à 38, 39 ans, alors que tu sais, on est peut-être ancré dans sa motricité et on se dit, ouais, mais je pourrais peut-être plus réaliser tel ou tel exercice parce que j'approche de la quarantaine. Et comment tu as réussi à passer au-delà? En fin de compte, explorer le mouvement, c'est aussi un peu explorer son mental et se dire que c'est possible. Ah mais totalement. Bah, tu sais, on est aussi les histoires qu'on se raconte. J'en vois beaucoup qui viennent en cours et qui me disent, je suis pas mobile, je suis pas assez fort, je suis pas ci, je suis pas là, et tout de suite ils se mettent dans une case. Et moi, c'était vraiment pareil. Et ça m'a mis du temps en fait à me rendre compte que bah c'est peut-être possible, mais un tout petit peu. Et de un tout petit peu, c'est devenu un peu plus et encore un peu plus. Et je me sentais pas forcément fort où je voyais pas forcément les progrès parce que pour moi c'était vraiment un long process et ça a été dur. Mais j'ai rencontré d'autres personnes qui me disaient mais comment tu as réussi à faire ça? Bah je dis bah simplement tous les jours en répétant, en Mm. essayant de mieux comprendre le mouvement. Et après c'est une roue. En fait c'est je pense qu'il faut juste donner l'élan et une fois que l'élan est donné à ta capacité, elle s'ouvre à toi. Alors, il y a encore plein de choses que je peux pas réaliser et aussi des choses qui ne m'intéressent pas. Et pour beaucoup de choses, là, qui me semblent, que je sais que je ne sais pas encore faire, je me dis que je peux pratiquement tout faire. Des figures d'acrobatie, des choses qui m'inspirent du parcours. J'ai même fait des choses du parcours qui m'inspiraient, que je regardais quand j'avais au début des Yamakasi, donc il y a très longtemps, et je me disais, mais c'est pas Ouais. pour moi, en étant enfant, et qu'aujourd'hui je fais. Je pense qu'il faut juste commencer à rentrer et regarder un peu ce qui se passe et y aller, un peu comme une jungle qu'on explore. Au début, on est apeuré par tout ce qui se passe, les bruits, les sons, les animaux, les sensations, c'est humide, et en fait, on apprend à y vivre et tout va bien. Et on se construit un petit univers et on apprend à juste naviguer dedans. C'est ça, c'est vivre dans son corps, c'est se sentir vivant, c'est choisir de vivre dans son corps. Moi, ce qui m'a un peu, ça a aussi été un peu un point qui m'a poussé à explorer mon corps, c'est que je voyais quand j'étais avocat, il y avait mon boss qui avait 45 ans, donc à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Et il passait tout son temps assis dans les taxis ou au bureau. Et quand je l'interpellais dans les couloirs, donc il devait se retourner, il pouvait pas bouger sa tête. C'était tout le corps qui bougeait, avec les bras le long Mm. du corps. Oui, Alain? Je dis, ouais, mais c'est trop bizarre. Pourtant, il est jeune. Et je me suis dit, putain, c'est juste son immobilité qui a causé plus d'immobilité. Et aujourd'hui, il est immobile. Donc là, ça va faire peut-être plus de 10 ans que je l'ai pas vu. Je serais curieux de voir comment il est. Mais ça a été quelque chose pour moi, parce que je le voyais vraiment réussir dans sa vie professionnelle, mais complètement déconnecté de son corps. Manger à son bureau, euh, marcher, vraiment, il avait une démarche bizarre. C'était, c'était trop étrange Un pour moi bloc. de me dire, dans 10 ans, je serai comme ça. Non, Ok, c'est cool. j'ai choisi une autre vie. Et, euh, et du coup, comment on peut se lancer, tu sais,
bah, dans l'exploration de son propre corps? Si on n'avait aucune base, comment on pourrait démarrer? Alors moi, quand je l'ai commencé, il y avait vraiment rien du tout sur YouTube et sur les réseaux. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Alors je pense qu'il faut simplement être curieux et commencer. Et en fonction de sa sensibilité, peut-être ça peut être par un groupe de mouvement, mais ça peut être pourquoi pas par simplement des cours de danse. Et après rester ouvert à ce qui se passe ou des arts martiaux et petit à petit se dire ok, je reste curieux, ouvert et je vais vers des choses qui m'intéressent. Et aussi, je crois que ce qui peut aider, c'est vraiment de pratiquer sans l'ambition du succès. Hmm. Euh, c'est quelque chose de dur parce qu'on est vraiment drivé par ça. Oh, quand je fais de la lutte, par exemple, je veux simplement soumettre mon adversaire. Donc, parce que j'en ai beaucoup fait du grappling et je voyais que c'était ça. Mais si on fait de la lutte pour simplement comprendre notre relation avec le corps, notre relation avec le corps du partenaire couché sur le sol, pour éviter les soumissions ou simplement pour éviter que son torse rentre en contact avec le nôtre. Ça peut être un jeu en soi où il n'y a pas de soumission et c'est un jeu infini où on se repousse, on crée des cadres, on cherche des Hmm. positions pour sortir, on met de la distance. Et c'est beaucoup plus agréable, je pense, que juste des combats de 5 minutes où on finit complètement arraché à la fin parce qu'on bloque une position, parce qu'on veut à tout prix soumettre. Et même chose avec d'autres disciplines comme le fitness, le crossfit que j'ai fait. Il y en a qui veulent à tout prix finir certains WOD benchmarks le plus vite possible et se mettre une cartouche et après s'entraîner. On pourrait avoir une autre approche où on peut plus, je sais pas, sentir le corps, travailler avec la respiration, voir ce qui se passe. Par exemple, noter ses émotions avant, faire son WOD, puis noter ce qui se passe après et voir tout au long de la journée comment est-ce que avoir fait ce WOD-là quels sont les effets de ce WOD sur nous sur la journée. Et puis, ah, c'est peut-être trop intense. Alors, le lendemain, au lieu de refaire la même chose, je vais peut-être privilégier une session je sais pas, de danse, de mobilité ou simplement me reposer et bien dormir. Je sais pas, je pense que les portes d'entrée, il y en a. Aujourd'hui, maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup d'offres. Il faut aller vers quelque chose que l'on aime et se défaire de l'ambition de réussir. Et simplement explorer ce dont on est capable. Ah, ça fait beaucoup d'écho. Bon, j'ai beaucoup pratiqué et donné un peu des cours aussi en grappling. Et moi, je demandais toujours. Bon, t'avais une partie un peu combat parce que les mecs, ils demandaient un peu de combat à la fin. Mais avant ça, la grosse partie de la séance, c'était quand même euh, bah, essayer de trouver une manière d'entrer ou de sortir, mais sans jamais bloquer une position de plus de 2 à 3 secondes. Tu vois, pour continuer toujours à créer du mouvement et pas rester figé sur quelque chose avec quelqu'un qui va être bah, frustré parce que peut-être qu'il va pas réussir à soumettre parce qu'il va mettre toute sa force et l'autre qui va peut-être pas réussir à en sortir parce que bah, l'autre est plus fort que lui. Donc voilà, on crée du mouvement et on essaie d'apprendre à bouger et de comprendre comment le corps fonctionne pour pouvoir bah, sortir et passer sur une autre position. Oui, mais exactement. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans le grappling, des gens qui bloquent et qui veulent à tout prix soumettre. Alors, moi, ce que je faisais, c'est simplement, je me relâchais et langage corporel, donc la personne aussi se relâchait et on pouvait rejouer. Et sinon, c'est pas intéressant en fait. On n'apprend pas, on apprend juste à verrouiller une position, on travaille en isométrique. À la fin, on a des courbatures, mais on n'a pas vraiment progressé sur notre jeu et sur notre mobilité. Alors que par exemple, le grappling, c'est une véritable plateforme d'apprentissage de comment bouger ton corps au sol, le corps d'un partenaire et te défaire de certaines situations. On parlait d'énigmes corporelles. Là, c'est tout à fait le cas. Et en plus, tu as un partenaire adversaire qui t'en propose à l'infini. Donc, de toute façon, ça peut vraiment être une plateforme de jeu, mais formidable. On enlève les soumissions, on met du mouvement, et c'est une plateforme de jeu formidable. Tu développes de la force, de la mobilité, de la conscience de corps. Tu as une bonne sudation, ton cardio, ça fait du bien. Ouais, ouais. Surtout que le grappling, je dis toujours, faudrait un troisième poumon, tu sais, pour la face de sol, Oui, complètement différente du reste. Ah oui, bah, surtout c'est quand tu es super. écrasé. Bah, je te remercie beaucoup pour ces échanges. J'aurais eu encore plein de questions, mais bah, on dépasse un peu le quart d'heure. Si les gens ils voudraient commencer à explorer avec toi, comment ils pourraient te retrouver? Mais ils peuvent me contacter sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur Instagram à Movement Practice Paris. Sinon, on a un site web, movementpracticeparis.com. Il suffit de nous écrire et voilà. Et s'il y en a qui viennent du podcast, bah écoute, je leur propose un cours gratuit à Paris. Et comme Ah, ça, ils c'est pourraient génial. découvrir notre pratique. Et Bah, voilà, je te laisse mettre le mot. Ou sinon, on met pas le mot. Et ceux génial. qui ont écouté, ils le savent.
Ah ouais, de toute façon, ils savent Et comment nous dis, contacter et nous, on les renverra vers l'exploration, vers ton contenu. Et ce qui est sûr, ok. c'est que bah voilà, moi, il m'arrive plusieurs fois de monter sur Paris pendant l'année et je vais essayer de venir te rencontrer et de faire un cours parce que ça m'a beaucoup donné envie. D'ailleurs, je tiens à remercier Roxane qui est élève chez la BNP et qui nous a, qui m'a permis de te connaître. Ouais, bah, merci Roxane qui est aussi avec nous et qui m'avait pas dit qu'elle avait parlé de, de nous comme ça. Ah ben c'est cool, et Mais elle m'en bon, a dit très bien. beaucoup de bien. Donc merci beaucoup Alain et passe une bonne Bah, merci journée. à toi également. À Ciao. bientôt.